pusē un tie, kas ir pievienojušies pēcpusdienai, lūdzu atvainot par mūsu vēlīgo sākumu šim pēcpusdienas cēlienam. Ceru, ka tas būs tikpat bagātinošs visiem kā rītdienas. Tagad šajā otrajā sesijā mums ir 3 priekšlasījumi gaidām, kas savā ziņā turpina rīta pusē jau aizsāktos jautājumus, galvenokārt domājot par sarunas turpinājumu attiecībā uz intelektuālā īpašuma aspektiem. Un tad pēcāk arī pievēršoties tādiem gadījumu stāstiem attiecībā uz Francijas reģioniem. Un tad raugām ķerties klāt mūsu pēcpusdienas darbam, un tad aicināšu Emīliju Terjē sniegt priekšlasījumu. Emīlija Terjē ir tiesību zinātņu doktorante Parīzē, un viņas pētniecības joma ir visai ciešā saiknē ar intelektuālā īpašuma jautājumiem. Tā kā laipni aicinu. Bonjour à tous. Alors je voulais prendre un instant tout d'abord pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce colloque et tout particulièrement vous, Anita, qui m'avez bien intervenir aujourd'hui. Et vraiment, je suis très heureuse d'être ici. L'occasion m'a en plus permis de découvrir ce pays. Je n'y avais jamais mis les pieds, donc vraiment un grand merci. Alors ce sujet que j'ai fait le choix de vous présenter aujourd'hui, il va me permettre de rapprocher le patrimoine culturel immatériel de la propriété intellectuelle et plus spécifiquement sous l'angle du domaine public. Alors ce rapprochement a déjà été brillamment entamé par vous, Ariane, ce matin, donc je vais prendre la suite. Et justement, vous avez parlé de ces synergies et de ces tensions qui existent entre sauvegarde du patrimoine et protection par la propriété intellectuelle. D'ailleurs, il est remarquable que l'on n'emploie pas les mêmes termes puisqu'on va parler de protection et de sauvegarde. Donc 2 termes bien distincts. Et ce sont d'ailleurs 2 approches, là aussi bien distinctes, approche patrimoniale d'un côté, qui est celle de la Convention de 2003, et puis approche propriétariste, qui est celle de la propriété intellectuelle. Donc. Alors définir le domaine public, eh bien, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas une mince affaire, puisque les définitions varient d'un pays à l'autre, de telle sorte qu'il est impossible de dégager une définition unique. Classiquement, néanmoins, on considère que le domaine public se décompose en 2 catégories. Une première catégorie composée des éléments qui ne répondent pas aux critères posés par la propriété intellectuelle, et une deuxième catégorie composée des éléments dont la durée de protection est arrivée à échéance. C'est donc une définition négative, une définition en creux du domaine public que l'on retient, par laquelle ce dernier est composé de tout ce qui n'est pas ou plus protégé par la propriété intellectuelle. De ce fait, l'ensemble de ces éléments sont dits libres de droit, c'est-à-dire qu'ils peuvent être, en principe, librement et gratuitement exploités. Et c'est pourquoi le domaine public est essentiel à l'épanouissement de la vie culturelle et créative nationale et constitue un gage d'équilibre de la propriété intellectuelle. Vous comprendrez donc à quel point il est essentiel aujourd'hui de tracer la limite entre ce qui est protégé et ce qui est libre de droit, puisque en fonction de l'endroit où l'on va placer le curseur, eh bien, on va se retrouver avec un espace plus ou moins grand de liberté. Mais alors pour venir, je dirais, au cœur de mon intervention, dans le cadre des expressions culturelles et des savoirs traditionnels, comment peut-on concilier la nécessité d'offrir aux communautés un cadre de protection satisfaisant avec celle de ne pas entraver la liberté d'expression et de création? La question est d'autant plus complexe qu'elle constitue un terrain d'opposition philosophique très forte entre la vision, je dirais, occidentale de la propriété intellectuelle et la vision des communautés.
Alors pour tenter d'esquisser ne serait-ce qu'un petit début de réponse sur ces questions très complexes, je vais limiter mon étude au folklore et au droit d'auteur en laissant de côté les savoirs traditionnels entendus comme les savoir-faire liés aux ressources biologiques et génétiques qui renvoient davantage donc au droit des brevets. Je vais donc commencer par étudier cette opposition qui persiste quant au concept même de domaine public avant d'évoquer la manière dont on envisage aujourd'hui de concilier ces deux visions en développant donc une protection adaptée et mesurée. Alors pour cette opposition philosophique que j'évoquais, il y a deux visions qui s'opposent. D'une part, la vision occidentale que j'évoquais, qui considère en grande partie les expressions du folklore relevant du domaine public, c'est-à-dire libre de droit. Et de l'autre, la vision des communautés qui, elles, appellent majoritairement à une protection perpétuelle de leur tradition. Pour ce qui est de la vision occidentale, tout d'abord, à première vue, les expressions culturelles traditionnelles partagent avec les œuvres de l'esprit un point commun essentiel, puisqu'elles reposent toutes deux sur un apport créatif. De prime abord, donc, on pourrait se dire que ces expressions culturelles traditionnelles peuvent être protégées par le droit d'auteur. Toutefois, à y regarder de plus près, deux difficultés apparaissent. Deux difficultés qui vont conduire à écarter cette protection et à assimiler ces expressions culturelles au domaine public. Première difficulté, qui a déjà été évoquée par le passé, c'est l'identification de l'auteur. Ces expressions soulèvent en effet un réel problème de titularité en propriété intellectuelle, puisque celle-ci repose sur une approche individualiste. Alors, je pense que certains d'entre vous le savent déjà, mais en France, le droit d'auteur se caractérise par une approche particulièrement personnaliste. Mais dans l'ensemble, je dirais tout de même que l'on retrouve dans beaucoup de pays cette capacité de la création à être attribuée individuellement. Et justement, le problème des expressions culturelles traditionnelles réside dans leur incapacité à être rattachées à un auteur en particulier. C'est de la communauté tout entière qu'elles émanent, et il est donc globalement impossible d'en identifier le créateur. Et puis, deuxième difficulté, l'originalité. Vous l'avez évoqué ce matin, Harriet, l'œuvre en droit d'auteur, pour être protégeable, doit être originale, c'est-à-dire que l'œuvre doit émaner de la créativité d'une personne. Or, si certaines de ces expressions sont bien issues d'un processus créatif, je le disais, les poèmes, les danses, les chants, etc., le problème reste qu'elles reposent sur un critère qui n'est pas l'originalité, mais la tradition. L'expression, vous le savez, pour être protégée, l'expression doit être protégée, non en ce qu'elle est l'aboutissement d'un processus créatif, ce qu'elle peut tout à fait être par ailleurs, mais en ce qu'elle est caractéristique de l'identité culturelle d'une communauté. Et d'ailleurs, même en admettant que l'on parvienne à identifier une œuvre de l'esprit, c'est-à-dire un auteur et l'originalité, eh bien, la limitation dans le temps par le droit d'auteur va inévitablement attirer l'œuvre de l'esprit dans le domaine public. Et c'est pourquoi le droit d'auteur ne protège que les formes modernes d'expression du folklore, c'est-à-dire les œuvres dérivées de ce folklore, telles que les adaptations ou les arrangements. Il faut donc, je pense, distinguer le folklore en tant que tel, relevant du domaine public, des œuvres dérivées qui, elles, peuvent émaner des membres de la communauté ou de tiers, et protégeables sous réserve notamment du critère de l'originalité. Et bien entendu, dans tous les cas, cette protection des œuvres dérivées sera limitée aux apports personnels sans s'étendre aux éléments qui relevaient déjà du domaine public. Donc, si je fais une première conclusion, je dirais que dans la vision occidentale de la propriété intellectuelle, le folklore est libre de droit. Or, et je l'évoquais en introduction, le domaine public joue un rôle essentiel dans l'épanouissement des connaissances et de la culture dans le pays. Il relève donc du devoir de chaque État d'en assurer la préservation en luttant notamment contre toutes les tentatives de réappropriation. Et justement, je dirais, ça tombe très bien,
puisque ce débat sur la réappropriation des éléments du domaine public a pris beaucoup d'importance dans de nombreux pays, et notamment en France, puisque dans notre pays, on évoque à l'heure actuelle la possibilité d'offrir au domaine public une définition positive permettant eh bien justement de lutter efficacement contre les revendications abusives. Et dans les débats qui se tiennent à l'échelle internationale sur la protection du folklore, le domaine public est une problématique qui est régulièrement soulevée, notamment par les pays européens, qui craignent sans doute qu'un nouveau mécanisme de protection ne vienne conduire au gel de l'innovation et de la création. Alors si juridiquement cet argument est fondé, en propriété intellectuelle plus du moins, eh bien il entre néanmoins en contradiction avec la vision des communautés, ce que je vous propose d'aborder maintenant. Alors que se passe-t-il du côté des communautés ? Eh bien elles alertent de manière générale contre les effets injustes qu'aurait la propriété intellectuelle à l'égard de leur patrimoine culturel immatériel. Elles s'inquiètent tout d'abord de ce que l'existence d'un domaine public nous mette en danger la survie de leurs expressions culturelles en les laissant à la merci de réutilisations dégradantes. Leurs inquiétudes sont exacerbées en ce qui concerne les expressions sacrées ou secrètes, puisque les communautés craignent notamment que leur appartenance au domaine public ne les rende librement accessibles et réutilisables. Dans cette optique, ce qui doit être privilégié, c'est la perpétuation du lien entre la communauté et l'expression, et tant que ce lien existe, eh bien, il ne saurait, selon elle, exister de domaine public. Ces expressions sont d'ailleurs souvent protégées par des lois autochtones et coutumières, dans lesquelles il n'est bien entendu pas question du domaine public. Et même les membres de la communauté autorisés à représenter et à reproduire ces expressions, eh bien, ne sont pas libres, n'ont pas le droit, je dirais, de contrôler l'utilisation qui en est faite. Ce sont les lois coutumières donc, qui désignent les représentants de la communauté détenant ce pouvoir. Les artistes peuvent même être tenus responsables de réutilisations non autorisées dont ils n'avaient pourtant pas connaissance. Des sanctions telles que l'exclusion de la communauté ou encore le retrait des droits de communiquer et de créer peuvent ainsi être prononcées contre eux. Et de manière plus générale, je dirais, eh bien, les défenseurs des communautés se sont insurgés contre l'insertion d'un concept purement occidental dans la question de la protection du folklore. L'argument consistait à se demander finalement pourquoi est-ce qu'il faudrait imposer aux communautés d'adopter un concept en contradiction avec la philosophie de leur loi. Stimuler l'innovation et la création ne fait pas partie des objectifs des communautés, il me semble, qui souhaitent avant tout assurer la survie de leur tradition. Ils ont ainsi dénoncé un système de propriété intellectuelle qui servirait essentiellement les intérêts des pays occidentaux. Et je pense que vous vous en doutez, l'assertion est particulièrement vraie en matière de brevets, puisque le domaine public profite principalement aux entreprises pharmaceutiques des pays développés qui, elles, ont les moyens de développer et de mettre au point des inventions brevetables. Mais elle se vérifie également en droit d'auteur, puisque les communautés ont exprimé, et notamment auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, se sentir assez impuissantes face aux réappropriations de leur patrimoine. Alors, réappropriation sur le terrain du droit d'auteur, j'évoquais les œuvres dérivées un peu plus tôt, mais également sur le terrain des droits voisins d'auteur, et je pense notamment aux droits des artistes-interprètes et ceux des producteurs de phonogrammes. Il y a donc, vous le voyez, une véritable contrariété entre la manière dont la propriété intellectuelle est conçue traditionnellement et les attentes des communautés. Et dans ces conditions, la recherche d'un équilibre doit se faire à la fois dans le respect des règles régissant la propriété intellectuelle et celui des règles coutumières des communautés. Alors je vais évoquer à présent avec vous deux solutions qui ont pu être évoquées pour concilier ces deux visions. Première solution, c'est l'instauration au sein de la propriété intellectuelle existante d'un domaine public payant. Et deuxième solution, celle qui, vous l'avez dit Ariette, est privilégiée à l'OMPI actuellement, c'est la création d'une propriété intellectuelle sui generis. Alors, sur l'instauration d'un domaine public payant, eh bien, l'idée avait été popularisée et proposée en France par Victor Hugo,
mais n'y a finalement pas prospéré, à l'inverse d'autres pays, et je pense notamment en Europe à l'Italie. Alors malgré tout, l'idée refait surface régulièrement dans le débat public, et je pense que l'on peut dire qu'elle donne en général lieu à des échanges assez vifs. Alors, dans sa conception moderne, le domaine public, en quoi consiste-t-il ? Le domaine public autorise la libre utilisation des œuvres tombées dans le domaine public à l'expiration de leur durée de protection en l'échange du paiement d'une redevance. Le titulaire ne peut donc plus autoriser ou interdire l'exploitation puisqu'il s'agit d'un simple droit à rémunération. Un organisme est alors créé à cet effet, souvent un organisme de gestion collective des droits, et qui sera alors chargé de collecter les redevances et de les redistribuer. Sachant que l'on admet généralement que ces redevances, qui sont payées en échange donc de l'utilisation de l'œuvre, doivent être affectées à des fins culturelles et sociales, et notamment au financement d'une activité culturelle dans le pays. Alors, pour revenir peut-être plus au cœur de ce sujet, l'idée d'appliquer un domaine public payant au folklore a été évoquée par de nombreux auteurs, en France mais également ailleurs, et la solution permettrait, nous dit-on, de concilier à la fois le concept de domaine public et la nécessité d'associer les communautés par l'édiction d'un droit à rémunération. On peut donc imaginer, par exemple, que la redevance soit payée directement à la communauté, alors soit sous forme forfaitaire, soit sous forme d'un pourcentage lié aux exploitations tirées de l'utilisation du folklore. On peut aussi imaginer d'ailleurs tout à fait que ces sommes soient investies à des campagnes de sensibilisation au patrimoine culturel immatériel. Et en outre, nous dit-on, l'appartenance du folklore au domaine public payant n'empêcherait pas sa protection par un droit moral perpétuel, permettant notamment de lutter contre les exploitations dégradantes. Alors ce système, il a été étudié il y a quand même quelques temps, au début des années 80, par l'UNESCO et l'OMPI, mais a depuis été abandonné au profit d'une propriété intellectuelle sui generis. Malgré tout, certains pays ont déjà adopté ce système, et je pense notamment aux pays africains qui ont signé l'accord de Bangui de 1977. Alors c'est le cas par exemple du Sénégal qui, dans sa législation, vise expressément les expressions culturelles, donc les expressions du folklore, au titre des œuvres protégées par le droit d'auteur, et en aligne le régime sur celui du domaine public payant. Alors c'est vrai que l'idée pourrait séduire en ce qu'elle permet de recourir à un mécanisme qui existe déjà, plutôt que d'inventer de toutes pièces un nouveau régime. Malgré tout, je dois vous avouer qu'elle n'emporte pas complètement ma conviction, d'abord du point de vue des communautés qui pourraient s'estimer lésées par la reconnaissance d'un simple droit à rémunération et qui préféreraient sans doute un véritable droit exclusif. Mais surtout, d'un point de vue plus juridique, je dirais, le domaine public va à l'encontre du principe de liberté qui caractérise le domaine public traditionnellement. Il y a quelque chose, je trouve, d'assez contradictoire dans le domaine public payant, surtout lorsque le législateur, et c'est le cas parfois, et notamment au Sénégal, ne fait pas clairement la distinction entre les usages commerciaux et les usages non commerciaux. Et puis, surtout, le domaine public payant ne devrait en principe s'appliquer qu'au domaine public temporel, c'est-à-dire aux œuvres dont la durée de protection a expiré. Il n'a donc pas vocation à s'appliquer aux éléments qui n'ont jamais été protégés. Et comme je l'expliquais au début de mon intervention, à défaut de répondre aux critères de protection, le folklore n'appartient bien souvent pas au domaine public temporel. Et c'est pourquoi il ne devrait en principe pas faire l'objet d'un domaine public payant. Le seul moyen, ce serait donc de les intégrer de force, je dirais, dans la définition de l'œuvre de l'esprit, ce que fait le législateur au Sénégal. Mais, et pour toutes les raisons que j'évoquais tout à l'heure, des raisons liées aux critères de protection du droit d'auteur, eh bien, cette manière de procéder ne me semble pas être la meilleure. Et c'est pourquoi il reste cette solution qui est privilégiée à l'OMPI, qui est de sortir du carcan de la propriété intellectuelle en développant une nouvelle propriété intellectuelle, je dirais sa voisine, spécialement adaptée au folklore. Alors c'est le choix qu'ont déjà fait de nombreux pays à l'échelle internationale, et cela consiste à
dépasser les difficultés que j'évoquais en élaborant donc un mécanisme spécialement adapté. En clair, si je simplifie, si un objet n'entre pas dans une catégorie, eh bien on crée une nouvelle catégorie. Ce qui, au passage, me semble être une manière de faire beaucoup plus respectueuse plutôt que de forcer un objet dans une catégorie inadaptée. Alors, vous l'avez évoqué également, Ariette, l'idée est examinée à l'OAPI par le comité intergouvernemental chargé de la question, et ce depuis de nombreuses années. Et après une période de stagnation, eh bien, il semble que les choses évoluent, même si elles sont reparties pour stagner, on en parlait hier, mais enfin le comité a communiqué l'été dernier un projet d'article relatif donc, aux expressions culturelles traditionnelles. Alors pour l'instant, il ne s'agit que d'un simple projet, mais je vous propose d'en dire quelques mots très rapidement afin d'étudier un petit peu plus en détail ce qu'envisage l'OAPI actuellement et de déterminer si le comité s'est montré sensible ou non à cette question du domaine public. Alors, chose rassurante, dès le début du projet, le comité fixe au sein des objectifs du texte le fait de garantir une sécurité juridique et, je cite, un domaine public riche et accessible. Donc a priori, le comité maintient l'existence d'un domaine public. Mais surtout, et ça j'ai trouvé ça assez intéressant, dans cette optique de conciliation, donc entre accès et protection, le comité développe une approche à plusieurs niveaux en distinguant 3 catégories d'expressions culturelles selon leur degré de diffusion. Alors, je vais les évoquer assez rapidement, mais première catégorie d'expressions, les expressions sacrées ou secrètes. Donc ce sont les expressions qui n'ont fait l'objet d'aucune diffusion en dehors de la communauté et qui donc nécessitent une protection particulièrement forte. Les concernant, le projet propose de reconnaître aux communautés le droit d'en interdire ou d'en autoriser l'accès en vertu de l'application du principe de consentement éclairé en connaissance de cause. Et dans le cas où un consentement serait donné, le droit d'exiger une compensation juste et équitable. Donc là, on est vraiment, je dirais, dans l'aspect économique des droits envisagés à l'OLPI. Et à côté de ces droits économiques, eh bien, le projet semble vouloir reconnaître une forme de droit moral communautaire, même si le terme de droit moral n'est pas spécifiquement employé par le projet. Alors, ce droit serait composé de plusieurs attributs qui semblent clairement inspirés du droit moral d'auteur. Alors, très rapidement, premier attribut, une sorte de droit de divulgation qui permettrait d'empêcher la divulgation non autorisée de ces expressions. Deuxième attribut, une sorte de droit au respect qui lui permettrait d'interdire toute utilisation qui conduirait à déformer ou mutiler les expressions. Et je pense que là, on est vraiment dans le cœur des attentes des communautés qui souhaitent, il me semble, avant tout éviter toutes les récupérations et réutilisations dégradantes. Et comme en droit d'auteur, on pourrait d'ailleurs imaginer que ce droit protège à la fois l'intégrité et l'esprit de l'expression. Je m'explique. On pourrait ainsi non seulement interdire la mutilation de l'expression, son altération, mais tout usage dans un contexte dégradant ou offensant. Je vous donne une affaire qui s'est passée il y a quelques années, dont vous avez probablement entendu parler, qui illustre, je trouve, assez bien l'impact que pourrait avoir un droit au respect. Il y a 2-3 ans, quelques années, je ne sais plus exactement, l'entreprise Nike avait reproduit sur des leggings pour femmes, donc, des motifs portés exclusivement par des hommes sur les îles Samoa. Donc ce qui était reproché en l'espèce, ce n'était pas l'altération du motif en tant que tel, mais sa présentation dans un contexte jugé offensant. Alors finalement, l'affaire avait pris pas mal d'importance et Nike avait retiré les leggings de la commercialisation. Mais je trouvais ça intéressant d'évoquer ça avec vous parce que je me suis posé la question de savoir si dans l'hypothèse où on adoptait justement une propriété intellectuelle sui generis, ce type d'utilisation pourrait être ou non interdit. Et puis troisième attribut de cette espèce de droit moral, lui aussi toujours inspiré du droit d'auteur, c'est une sorte de droit de paternité qui imposerait aux utilisateurs d'attribuer l'expression à ses bénéficiaires, donc à la communauté. Et je pense que là aussi on est dans le cœur des attentes des communautés, c'est-à-dire mettre en évidence le lien de filiation. Voici donc pour les 3 attributs envisagés actuellement à l'OLPI, 3 attributs
donc clairement inspirés du droit d'auteur, et qui, couplés avec cet aspect économique que j'évoquais, eh bien, font de ce premier niveau d'expression le niveau d'expression le plus complet, le plus fort en termes de protection. Deuxième catégorie d'expression, après les sacrées ou secrètes, les expressions librement accessibles mais sans être largement diffusées. Donc vous voyez, on augmente en diffusion, mais on diminue en termes de qualité, je dirais, d'étendue de protection. Dans ce cas, le comité propose un droit moins étendu, puisqu'il est amputé du droit de divulgation. En revanche, tous les autres droits sont maintenus, ce qui en fait tout de même une protection, je dirais, relativement forte. Et puis troisième type d'expression, là aussi on augmente en termes de diffusion, ce sont les expressions culturelles qui sont publiquement disponibles, largement diffusées et qui ne sont pas protégées au titre de la propriété intellectuelle dans les pays dans lesquels ils sont utilisés. Dans ce cas, donc, aucun consentement n'est exigé, les communautés jouissent simplement des attributs de paternité et de respect, ce qui fait que, sous réserve de viser la communauté comme source de l'expression et de ne pas en faire un usage dégradant, eh bien, ces expressions largement diffusées sont librement accessibles, y compris pour les tiers aux communautés. Donc là, je pense qu'on a plutôt la preuve que, en tout cas à l'heure actuelle, le comité envisage bien l'existence d'un domaine public, avec cette espèce de droit moral qui ne porte pas son nom, mais qui serait perpétuel. Alors pour l'instant, évidemment, il ne faut surtout pas prendre ce que je vous dis pour un argent comptant, puisque ce n'est qu'une simple proposition. Mais j'avais vraiment envie de vous parler de cette approche à 3 niveaux, parce que je la trouvais assez intéressante, en ce qu'elle permet de vraiment, en tout cas, tenter de concilier accès et protection, en assurant un espace de liberté et une protection à minima contre les utilisations dégradantes. Alors, au terme de ces développements, vous l'aurez compris, c'est la voie de la propriété intellectuelle sui generis qui est favorisée au plan international. Mais tout reste à faire, et Ariel, je vous rejoins sur ce que vous disiez. C'est vrai que ça me paraît très compliqué de créer une entente entre tous ces pays, mais en tout cas, je suis ravie de pouvoir participer à tous ces échanges, et je pense que c'est maintenant qu'il faut réfléchir au type de protection que l'on souhaite mettre en place, une protection qui soit à la fois juridiquement cohérente et qui réponde aux attentes des communautés. Je vous remercie. Merci Émilie pour cette présentation et la structure donnée qui nous invite également de réfléchir sur les différentes manières dont on peut gérer ces questions de propriété intellectuelle. Et maintenant, peut-être on a le moment pour une ou deux questions ou observations ou commentaires. Oui, Gabriel, No picture. Thank you very much, Émilie, for that very useful presentation. In fact, a comment that I also wanted to share after Harriet's as well, that in 2000, when writing the report for UNESCO that then led to the convention, this whole question was key at that time. And it was very difficult because, as Harriet mentioned, at that time the whole idea of traditional culture and folklore was within the section dealing with copyright and creativity. And for that reason, the approach was taken to seek a broader cultural approach and not to emphasize too heavily the intellectual property. And the reason then was because it was felt that if intellectual property was at that time given much emphasis, it would just engulf the whole process and the cultural aspect would be lost. But now it's very interesting to see how, now that the broader cultural framework is in place,
we're coming back to this question, and I think it's a good moment to do so. But I think there's also an interesting paradox that particularly came through to me listening to your presentation, that the convention and the states parties generally take the approach of putting the moral rights at the forefront of protection, intellectual property protection. But the communities themselves are often asking for the monopoly economic rights. And so I just would like to hear your opinion about that interesting paradox that seems to have developed in this whole story. You don't mind if I speak in French? Sure, go ahead. I just prefer to speak in English. Est-ce que je pourrais traduire juste pour ceux où il n'y avait pas de traduction? Es latviski raudzīšu arī raudzīšu iztulkot jautājumus, ka bija arī par mazliet tādu vēsturisku atsauci tātad uz 2000. Gadu, kad arī jau tika sagatavot arī tāda pētījums, pirms šo konvenciju vispār tika pieņemta, kur arī bija jautājums par šo saikni starp nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un intelektuālā īpašuma jautājumiem, un tajā brīdī tie tā kā tika mazliet nolikti nostāk, lai virzītos priekš konvencijas pieņemšanu, bet šis varētu būt īstais brīdis, kad no jauna atgriezties pie jautājumiem par intelektuālā īpašuma aspektiem, un tad arī šādā saistībā komentārs. En fait, j'ai trouvé ça assez... En fait, c'est une question que je me pose moi-même. Et je sais que je l'ai posée à Ariel justement hier, on en discutait. Et je me suis demandé, est-ce que justement c'est pertinent de recourir à des droits économiques? Je me suis vraiment posé la question, quelles sont les attentes des communautés? Est-ce que c'est finalement récupérer de l'argent? Et c'était aussi mon problème avec le domaine public payant, c'est qu'on est vraiment dans une approche, je dirais, économique. Et pour moi, mon opinion à l'heure actuelle, c'est plutôt qu'on est, à mon avis, la solution, elle est dans cette espèce de droit moral. Alors peut-être qu'il ne faudrait pas utiliser le droit moral parce que le terme est très connoté, il renvoie au droit d'auteur, et ça, en tout cas en France, je peux vous dire que ça ne passera pas d'utiliser le terme droit moral. Mais recourir à une sorte de droit moral qui ne s'appellera pas comme ça, et je pense qu'elle est là la solution parce que c'est là que se situe, je le disais, le cœur des attentes des communautés. Et je ne suis pas certaine que les attentes des communautés, mais peut-être que je me trompe, soit dans ces droits économiques. Voilà, j'ai un doute, je me pose la question. Je n'ai pas de solution, voilà, mais je me pose la question. Et peut-être que quelqu'un d'autre a une idée sur la question, n'hésitez pas. Mais... Je pense que nous allons remercier Émilie à nouveau pour la présentation. Et nous allons procéder à notre prochaine intervention. Et je suis ravie d'inviter Vadim Mantrovs de l'Université de Lettonie, maître de conférence en droit. Et le discours sera en letton, prévu en français, mais la présentation sera en anglais. Donc, essayons